L'anime commence avec le roi démon qui invoque ce que l'on dit être les 4 généraux les plus puissants de l'armée des démons. Le premier est Almadora, le guerrier de l'enfer. Le second est Sylphide, le grand mage des tempêtes. Le troisième est Gnome, la forteresse de terre. Enfin, il y a le général nouvellement nommé qui paraît choqué et déconcerté par son arrivée soudaine, Ushimura, le directeur des opérations, qui s'avère être le protagoniste de l'histoire. La scène change ensuite pour revenir au passé d'Ushimura. C'était un simple employé de bureau qui a commencé sa carrière avec de grands espoirs et ambitions de réussir brillamment. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ses collègues ont été promus tour après tour, alors qu'il est resté ignoré et peu apprécié. Un tournant est arrivé lorsque son manager a décidé de le transférer à l'étranger, dans une usine encore en construction. Un endroit tristement connu comme un cimetière d'échecs. Ushimura a déménagé dans la nouvelle ville avec une lueur d'espoir, croyant qu'il pourrait changer la donne. Cependant, son optimisme a été brisé en voyant l'usine. Les travailleurs manquaient de motivation, l'installation était presque vide, et les matériaux étaient en pénurie. Lorsqu'il a contacté son supérieur pour demander de l'aide, il a été reçu avec colère et accusation de gaspillage des ressources de l'entreprise. Malgré cela, Ushimura a refusé d'abandonner. Déterminé à réussir, il a investi tous ses efforts pour revitaliser l'usine. Il a tout fait lui-même, de l'organisation au nettoyage et plus encore. Au fil du temps, son travail acharné a porté ses fruits. Les travailleurs ont commencé à le respecter et à le soutenir, et l'usine a commencé à prospérer. Juste au moment où les choses s'amélioraient enfin, un coup inattendu est arrivé. Son responsable a décidé de le transférer dans une autre usine, dans un pays différent. Dévasté, Ushimura s'est interrogé sur le sens de ses efforts. Un jour, alors qu'il se tenait dans la rue, perdu dans ses pensées, une moto l'a soudainement percuté par derrière. À cet instant, il s'est retrouvé transporté dans le royaume du roi démon. Croyant d'abord qu'il était arrivé en enfer. Le roi démon accueillit Ushimura chaleureusement, l'appelant par son nom. Ushimura, choqué, demanda comment le roi démon connaissait son nom. Le roi démon répondit avec assurance, disant, il expliqua ensuite les traits uniques d'Ushimura et loua ses réalisations passées. Ushimura était stupéfait que le roi démon connaisse tout son parcours professionnel, mais ressentait une joie face à la reconnaissance et aux compliments. Le roi démon révéla alors son intention. Ushimura, partagé, répondit que rejoindre l'armée du roi démon ressemblait à une descente aux enfers. Cependant, le roi démon l'interrompit, le rassurant. Ushimura fut déconcerté par cette proposition, peinant à comprendre ce qu'il entendait. Le roi démon ajouta. Soulagé par le respect du roi démon pour son autonomie, Ushimura commença à reconsidérer. Il se remémora comment ses supérieurs l'avaient jugé inutile, et douta que quelqu'un comme lui pouvait occuper un rôle aussi important. Le roi démon, remarquant son hésitation, le rassura. Il ajouta fermement. Les autres généraux, cependant, protestèrent. Ils exprimèrent leur incrédulité qu'un humain faible comme Ushimura puisse jamais devenir général dans l'armée des démons. Ushimura pensa en lui-même qu'ils avaient probablement raison. Le roi démon, impassible, déclara. Ushimura était stupéfait. Le roi démon expliqua, d'accord ? Ushimura a tenté de protester, mais Aomodora, la guerrière de l'enfer, l'a interrompu avec un sourire en coin, disant, ça va être intéressant. Guillemets double. Unmundora, poussée par sa fascination pour les pouvoirs surnaturels supposés d'individus d'un autre monde, a décidé de tester ses affirmations elle-même. Elle a lancé une attaque dévastatrice contre Ushimura. Avant que son attaque ne touche, le roi démon est intervenu, stoppant son assaut. Lorsqu'Unmundora a demandé une explication pour son intervention, il a calmement souligné sa tendance à perdre le contrôle lorsqu'elle se met en colère. Il a dirigé son attention vers Ushimura, qui avait s'effondré sous le choc intense de l'incident. Les spectateurs, stupéfaits par la scène, exprimaient leur incrédulité, notant que Ushimura n'était rien de plus qu'un humain ordinaire. Le roi démon confirma ce fait, ce qui amena Unmundora à se demander comment quelqu'un d'aussi ordinaire pouvait occuper la position de l'un de ses généraux. Malgré ses objections, le roi démon maintint sa décision, expliquant que la présence d'Ushimura dans l'armée était délibérée. Unmundora protesta vivement, arguant qu'un humain serait totalement sans défense en
guerre, tombant facilement aux mains des monstres et hybrides qu'ils affrontaient. Sa frustration s'étendit à Gnome, un hybride, qu'elle blâma pour avoir causé l'instabilité au sein de l'armée, le contrastant avec les démons qu'il considérait comme plus fiables. Le roi démon reconnaissait les défis internes de ses forces, mais il soulignait que l'intelligence et la stratégie d'Ushimura étaient précisément ce dont l'armée avait besoin. Lorsque la tension s'est apaisée, Ushimura a retrouvé la conscience, visiblement secoué par l'épreuve. Encore hébété, il marmonna que cela lui semblait comme si le temps s'était arrêté pendant l'attaque. Le roi démon le rassura, précisant que son rôle ne dépendrait pas de la force physique, mais plutôt de ses capacités uniques. Malgré son anxiété persistante, Ushimura écouta. Comme le roi démon expliquait la vue d'ensemble. Leur armée était en train de forger des alliances avec divers clans. Alors que des progrès avaient été faits avec certains, les négociations avec la redoutable armée du Minotaure restaient en suspens. Le roi démon révéla que le premier test d'Ushimura serait d'obtenir un accord avec eux. La révélation laissa Ushimura stupéfait, comparant le défi à la difficulté d'un entretien d'embauche crucial. Le roi démon informa Ushimura qu'il pouvait se tourner vers Ulmendora pour obtenir de l'aide si il en avait besoin, puis le laissa affronter la tâche ardue qui l'attendait. Ushimura errait sans but, luttant contre l'incrédulité, tandis qu'Ulmendora, sans filtre dans son opinion, remettait franchement en question la raison du roi démon de l'avoir choisi. Elle exprimait ses doutes, convaincue que sa mission était vouée à l'échec. Bien qu'au départ elle partageait son scepticisme, Ushimura se remémora la confiance que le roi démon avait en lui. Refusant de fléchir, il décida de prouver sa valeur. Pour mériter ce rôle et aider à réaliser les ambitions du roi démon, Ulmendora interrompit ses pensées et annonça leur arrivée à destination. Devant eux se dressait une porte énorme, qu'elle identifia comme l'entrée de la chambre du chef des Minotaures. Ushimura fut surpris par la taille impressionnante de la porte, mais Ulmendora le rassura. En lui disant que l'importance deviendrait claire une fois qu'il aurait rencontré le chef, elle lança un avertissement sévère à propos de l'agressivité notoire du Minotaure. Puis lui offrit un sourire malicieux, lui conseillant sarcastiquement de ne pas mourir. Alors qu'elle commençait à ouvrir la porte, Ushimura se prépara mentalement, se rappelant l'importance de réussir pour la cause du roi démon. Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, Ushimura fut submergé par la peur en voyant le chef Minotaure imposant. La silhouette imposante du chef fit douter Ushimura. Si une négociation pacifique était même possible. Sentant son hésitation, Ulmendora proposa son aide, partageant quelques conseils sur la négociation. Ushimura ressentit un bref soulagement, mais il s'évapora rapidement car son approche abrasive mit immédiatement en colère le chef du Minotaure. Observant le chaos, Ushimura conclut silencieusement qu'Ulmendora n'était pas faite pour la diplomatie. Après avoir quitté la salle, Ushimura expliqua que les négociations avait bien commencé, mais s'était effondré lorsque le chef avait rejeté catégoriquement les conditions proposées. Elle admit plusieurs tentatives de négociation échouées par le passé, et dans sa frustration, il accusait le chef du Minotaure d'être déraisonnable. Se tournant vers Ushimura, elle déclara que c'était maintenant son tour de gérer les négociations. Et le laissa sans voix, incertain de la marche à suivre. Se tenant seul, Ushimura se demanda comment il pourrait peut-être persuader une créature aussi intimidante. Dans son incertitude, un souvenir lui revint d'une négociation difficile, qu'il avait affrontée dans sa vie précédente. Lors de périodes difficiles, il se réfugiait dans une taverne tranquille pour faire le point et retrouver sa clarté. Se rappelant comment il avait toujours réussi à surmonter les obstacles, il se ressaisit, s'appuyant sur ses expériences passées, et résolut à réussir les négociations, quoi qu'il arrive. L'attention se tourna vers le roi démon, où Ulmendora fournit une mise à jour sur la situation d'Ushimura. Le roi démon, gardant son calme, exprima sa confiance, en attendant de voir comment se dérouleraient les négociations d'Ushimura. Plus tard, Ulmendora tomba sur Ushimura, entouré de tas de déchets, fouillant dans le désordre comme demandé par le chef Minotaure. Plusieurs sacs remplis étaient posés soigneusement à ses côtés. Elle remarqua à quel point il avait rapidement pris le contrôle des négociations. Ushimura a écarté son commentaire, expliquant que la taille de la personne avec laquelle vous négociez n'a aucune influence sur le résultat. Il a souligné que les échecs en négociation proviennent souvent de malentendus et a insisté sur l'importance du contact visuel et de l'établissement de la confiance comme base de tout accord. Ulmendora, prise au dépourvu par la perspicacité d'Ushimura, fut intriguée par la confiance qui émanait de lui. Il l'a exhortée à observer attentivement, jurant de réussir les négociations. Elle remarqua que la peur et l'incertitude qui le hantaient autrefois avaient disparu, la laissant stupéfaite par sa transformation. Le lendemain, Ushimura entra dans la chambre du chef des Minotaures, tandis que Ulmendora, incapable de réprimer sa curiosité, décida de vérifier l'avancement. À sa grande surprise, la pièce était remplie de piles de déchets du chef des Minotaures. Mais ni Ushimura ni le chef n'étaient présents. Perplexe, elle supposa que les négociations avaient peut-être échoué.
ce qui aurait poussé le chef à partir. À ce moment-là, Ushimura apparut, expliquant calmement que le chef des Minotaures était avec le roi démon pour finaliser l'accord. Ulmendora, stupéfaite, demanda ce qui s'était passé. Ushimura révéla que l'accord avait été conclu la veille. Stupéfaite, Ulmendora se demanda comment il avait réussi à conclure une affaire avec quelqu'un d'aussi obstiné en seulement une journée. Ushimura expliqua à Ulmendora qu'elle avait mal compris la situation. Elle croyait que le chef du Minotaure rejetait les négociations, mais en réalité, les négociations avançaient bien. Le problème, dit-il, venait de la méthode de négociation. Il raconta une expérience de son passé avec un client qui rejetait initialement tout, pour finalement accepter une fois la confiance établie grâce à des explications claires, passionnées et émotionnellement convaincantes des termes. Ushimura souligna que l'échec de ces négociations venait du Minotaure. Le chef ne comprenant pas les termes ni le but des négociations. Il a également souligné que la paille demandée par le chef était un geste important de bonne volonté dans leur culture. Les Minotaures utilisaient la paille pour accueillir leurs invités, en dormant dessus pour éviter de surcharger leur chambre avec des meubles en raison de leur taille immense. Le chef était frustré parce qu'il ne pouvait pas dormir confortablement par terre. En entendant cela, Ulmendora ressentit une pointe de regret, réalisant que l'échec avait été dû à son incapacité à comprendre le chef Minotaure. Cependant, le chef Minotaure interrompit, admettant que la faute était mutuelle. Il n'avait pas non plus compris son style de négociation, et s'excusa auprès d'elle. Ils se sont serrés la main, réconciliant leurs différends. Le chef des Minotaures a ensuite exprimé sa gratitude à Ushimura, le remerciant d'avoir rendu l'accord possible. Ushimura répondit poliment, disant qu'il avait hâte de travailler ensemble. Alors que le chef des Minotaures s'éloignait, Ulmendora remarqua avec étonnement que toutes les négociations ratées avaient été dues à des malentendus. À ce moment, le roi démon apparut et loua le talent unique d'Ushimura pour identifier les problèmes invisibles et les résoudre efficacement. Le roi démon accueillit alors officiellement Ushimura en tant que général dans son armée, déclarant que personne ne pouvait douter de ses capacités après le succès de cette épreuve. Il se tourna vers Ulmendora qui, bien que réticente, accepta finalement la décision. Le roi démon demanda alors à Ushimura de tendre la main. Il lui présenta un emblème symbolisant son statut parmi les 4 généraux. Après l'avoir mis, le roi démon ordonna à Ushimura d'agir toujours avec détermination et de faire ce qu'il jugeait juste sans hésitation. Ushimura ressentit une profonde fierté et s'engagea à remplir son rôle avec dévouement. Ulmendora, dans son ton habituellement acerbe, demanda à Ushimura de lever la main. Lorsqu'il sembla confus, elle le réprimanda et expliqua que c'était leur manière d'accueillir les nouveaux camarades. Elle déclara alors qu'elle ne l'avait pas encore pleinement reconnu et exigea qu'il se prouvait davantage en réussissant plus de négociations. Le roi démon conclut en disant que l'armée était encore incomplète et avait de nombreux problèmes à résoudre. Cependant, avec Ushimura à la tête, ils avanceraient et atteindraient la grandeur. Ushimura était submergé par l'incrédulité après avoir été transporté dans un autre monde. L'idée qu'une telle chose lui arrive était inimaginable, sans parler du fait que il avait été nommé l'un des 4 généraux de l'armée du roi démon. Un document stratégique se trouvait devant lui détaillant le plan de l'armée, dont il avait désormais la responsabilité. Debout près de la fenêtre, il résolut de mériter le roi démon la confiance, malgré ses origines modestes en tant que simple ouvrier. En ouvrant la fenêtre, une nuée de chauves-souris entra, le surprenant tellement que ses vêtements finirent trempés dans une panique de peur. Déterminé à embrasser son nouveau rôle, Ushimura décida qu'il était de bon ton de se présenter aux autres généraux, que lui n'avait pas encore rencontrés. Il commença par rendre visite au général Selvide. En toquant, il fut accueilli par l'assistant de Selvide, qui lui informa sèchement que le général était absent et lui suggéra de revenir plus tard. Avant qu'Ushimura ne puisse répondre, la porte se ferma violemment devant lui. Sans se laisser décourager, il décida de rendre visite à un autre général. Mais ses plans furent interrompus lorsqu'Ulmendora apparut, et lui annonça que le roi démon l'avait convoqué. Confus mais obéissant, Ushimura suivit Ulmendora jusqu'au appartement du roi démon, où sa prochaine mission lui fut révélée. Le roi démon lui confia la tâche de négocier une alliance avec le clan des Ghouls. Il expliqua que bien que l'armée des Ghouls soit aussi redoutable que la leur, les 2 camps entretenaient une relation tendue, recourant fréquemment à l'espionnage mutuel. Former des alliances, insista le roi démon, était crucial pour dominer. Car les Ghouls pouvaient devenir des alliés précieux mais aussi des ennemis dangereux. Malgré l'histoire du clan qui rejetait ce genre d'accord, le roi démon exprima une confiance inébranlable dans les capacités d'Ushimura, l'encourageant à prouver sa valeur en réussissant cette tâche redoutable. Ulmendora assura à Ushimura sa volonté de l'aider, mais leur collaboration commença avec tension. Alors qu'ils se préparaient à partir, Ushimura suggéra de rendre visite au général Gnome, qui commandait une armée de créatures humanoïdes.
Il pensait que Gnome pourrait fournir des informations précieuses sur le clan Ghoul, étant donné leurs caractéristiques humanoïdes communes. Cependant, Olmendora s'énerva, déclarant qu'elle ne pouvait pas l'accompagner, car elle devait préparer la carriole pour une autre tâche. Ushimura proposa de diviser les responsabilités pour gagner du temps. Et après quelques réticences, Olmendora accepta, mais seulement s'il gardait sa visite brève. À son arrivée sur le terrain d'entraînement du général Gnome, Ushimura fut stupéfait par l'intensité des exercices des soldats. Gnome se déplaçait parmi ses troupes, offrant des éloges pour leurs progrès exceptionnels, et Ushimura fut impressionné par la taille et la discipline de son armée. La vue d'autant de soldats sous un même chef le laissa dans une admiration silencieuse. Lorsque Gnome s'approcha pour demander la raison de sa visite, Ushimura expliqua son besoin d'informations sur l'armée des Ghouls. Gnome comprit immédiatement que les négociations à venir les concernaient. Et Ushimura confirma ses soupçons. Gnome décrivit Ogre, le chef du clan Ghoul, comme une figure redoutable et audacieuse. Connu pour son règne autoritaire et son courage inébranlable. Sa réputation de dictateur rendait les négociations avec lui particulièrement intimidantes. Après avoir partagé cette information, Gnome remit à Ushimura un objet, expliquant qu'il provoquait de l'inquiétude parmi ses subordonnés et devait être éliminé. Alors qu'Ushimura se retournait pour partir, il fut surpris de trouver Olmendora debout derrière lui, visiblement irritée. Lorsqu'il lui demanda pourquoi elle était là, elle expliqua que ses préparatifs étaient terminés et qu'elle était venue vérifier son retard. Le gnome, peu impressionné par l'arrivée d'Olmendora, la qualifia avec mépris de cette chose, et lui ordonna de partir. Furieuse, Olmendora tenta de répliquer, mais le gnome se contenta de se boucher les oreilles, refusant d'écouter. Ushimura se tenait mal à l'aise entre les deux, alors que leur affrontement s'intensifiait. Ushimura et Olmendora arrivèrent finalement à la forteresse du chef du clan des Ghouls. Leur patience fut mise à rude épreuve alors qu'ils attendaient à la porte, Olmendora devenant visiblement irritée. Les gardes leur annoncèrent que personne ne pouvait entrer sans la permission expresse du chef. Ushimura repensa à des expériences similaires de sa vie antérieure et rassura Olmendora en lui expliquant que de tels retards étaient une tactique courante de négociation pour déstabiliser les adversaires. Malgré son explication calme, Olmendora se sentit profondément manquer de respect et peina à contenir sa frustration. Après une longue attente, l'assistant du chef Ghoul apparut enfin, s'excusant du retard et annonçant que le chef était prêt à les recevoir. En entrant dans la forteresse, Ushimura fut frappé par sa grandeur, tandis qu'Olmendora leur conseillait de rester calme et prudent, lui rappelant la force redoutable du Ghoul. Ils se dirigèrent vers la chambre du chef, où Olmendora tenta de parler. Mais le chef des Ghouls l'interrompit. Sur un ton autoritaire, il la repoussa, déclarant que les femmes avaient interdiction de parler sans permission en sa présence. Il jura qu'un tel comportement ne serait jamais toléré tant qu'il vivrait. Pour la première fois, Ushimura vit Olmendora réprimer sa colère, bien que sa fureur fût palpable. Se tournant vers Ushimura, le chef des Ghouls s'adressa immédiatement à lui, pour lui exposer le but de leur visite, déclarant franchement qu'il savait qu'il cherchait une alliance. Ushimura et Olmendora furent choqués par sa franchise. Cependant, le chef posa ensuite une condition étonnante pour l'alliance. Ils doivent livrer la tête de leur propre roi démon. Olmendora ne pouvait plus contenir son indignation et était sur le point de exploser, mais Ushimura intervint pour la calmer. Face au chef des Ghouls, Ushimura répondit calmement, « Très bien, réfléchissons-y. Merci pour votre temps. » Il conduisit alors Olmendora hors de la salle. Dehors, la colère d'Olmendora éclata tandis qu'elle fulminait contre la demande scandaleuse du chef. Ushimura la calma et expliqua son interprétation de la situation. Il souligna que les actes du chef des Ghouls révélaient qu'il n'avait aucune intention de former une alliance dès le départ. Surpris, Olmendora le pressa d'en dire plus. Ushimura expliqua en détail, notant que le chef avait probablement accepté la réunion seulement pour maintenir les apparences et éviter les conflits avec les autres clans. En faisant une demande déraisonnable et en les provoquant, il cherchait à rejeter la faute de l'échec des négociations sur eux, justifiant ainsi sa décision de refuser l'alliance. Olmendora, toujours furieux, traita le chef Ghoul de sournois et se demanda si Ushimura n'était pas tout aussi indigné par les insultes lancées à leur armée. Ushimura admit que les paroles du chef l'avaient profondément mis en colère. Cependant, il expliqua que perdre leur sang-froid et laisser les négociations échouer ne ferait que mettre en danger la position de leur roi démon. Une négociation ratée pourrait donner à l'armée des Ghouls une excuse pour s'allier avec une autre force, orientant potentiellement leur agressivité contre leur propre armée. Pour cette raison, il valait mieux se retirer avec grâce, plutôt que de laisser les pourparlers s'effondrer complètement. En entendant son raisonnement, l'expression d'Olmendora s'adoucit et elle s'excusa pour son emportement précédent. Ushimura la rassura, disant qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, car elle avait agi selon ce qu'elle croyait juste à ce moment-là. Leur conversation fut soudainement interrompue par l'apparition inattendue de l'assistante du chef des Ghouls. Se présentant comme la fille du chef, Sa
Révélation laissa Ushimura et Olmendora stupéfaits. Toujours agitée, Olmendora exigea de savoir si elle était venue pour se moquer d'eux ou pour les chasser. Cependant, tous deux furent surpris lorsque la fille du chef fit une demande étonnante. Elle leur implora de renverser son père et de le déloger de son trône. Ils se dirigèrent vers la salle à manger du clan, qui semblait étrangement vide. Olulu, la fille du chef, expliqua que leur clan avait autrefois de fortes relations commerciales et d'échanges alimentaires avec d'autres clans. Cependant, récemment, des individus avaient du mal, même à se procurer leur repas en raison d'une crise financière. Ushimura remarqua que la situation était évidente. Surprise, Olmendora demanda s'il le savait déjà. Ushimura expliqua qu'il l'avait remarqué en entrant dans le château. Le vide des halls et l'usure de l'équipement des gardes étaient des indicateurs clairs. Il le relia à sa vie passée, ou de grandes entreprises. En difficulté financière avait souvent du mal à se relever. Il a alors demandé à Olulu si c'était le cas pour leur clan. Elle l'a confirmé. Olulu a poursuivi en disant que la seule solution viable pour restaurer la stabilité de leur clan était de fusionner avec le clan du roi démon. Cependant, son père a obstinément refusé. De plus, son père était malade, et ils avaient restreint l'accès aux informations sur son état. Même leur retard à la porte était dû à sa maladie. Malgré qu'il fasse semblant d'être fort, il était dans un état critique, et sa mort plongerait le clan des ghouls dans le chaos. Ushimura a reconnu ses inquiétudes, mais l'a réprimandé pour son impulsivité. Il lui a dit qu'aucun membre d'un clan ne devrait discuter ouvertement de sujets aussi sensibles, concernant leur groupe, comme elle venait de le faire. Il a insisté sur le fait que le silence est souvent la meilleure attitude dans de telles situations. Olulu fut surprise par ses paroles et exprima sa gratitude pour lui avoir fait remarquer ses erreurs. Olmendora, cependant, était visiblement contrariée par la situation. Olulu expliqua qu'elle avait parlé à Ushimura parce qu'elle avait la capacité de percevoir les intentions et les cœurs des gens. Elle croyait qu'il était une bonne personne. Elle a ensuite choqué les deux en demandant à Ushimura de l'épouser et de devenir le chef du clan. Ushimura est resté sans voix, tandis qu'Olmendora était visiblement furieuse. Olulu a poursuivi, expliquant que quelqu'un comme lui était capable de sauver leur clan. Et qu'il n'y avait pas de meilleure façon de résoudre la crise que pour lui de l'épouser et de prendre la tête. Olmendora, essayant de contenir sa colère, a interrompu, et a dit à Olulu qu'ils avaient besoin de temps pour réfléchir. Plus tard, Ushimura était plongé dans ses pensées, en réfléchissant à combien sa nouvelle mission dans ce monde était devenue difficile. Le chef ghoul a refusé de négocier, et sa fille était beaucoup trop imprudente. Plus tard, Ushimura et Olmendora furent vus dans une taverne, où Olmendora participait à un débat animé avec le propriétaire à propos de savoir si un gorille ou un lion était plus fort. Inspiré par leur conversation, Ushimura eut soudain une idée et déclara qu'il avait trouvé la solution. Le lendemain, Olmendora rencontra Ushimura, annonçant sa disposition à rendre visite au chef ghoul une fois de plus. Cependant, Ushimura l'a surpris en disant qu'il se dirigeait ailleurs. Il expliqua que si tout se passait comme prévu, le chef ghoul lui-même les convoquerait pour des négociations. Il avait promis de partager les détails au fur et à mesure. Une semaine plus tard, le chef des ghouls convoqua effectivement Ushimura et Olmendora pour des négociations. Lors de la réunion, le chef les interrogea avec colère, exigeant de savoir pourquoi ils avaient intégré les clans voisins dans l'armée du roi démon. Ushimura sourit, réalisant que son plan avait fonctionné, et se remémora les événements d'une semaine plus tôt. Il avait décidé d'unifier les clans voisins, sachant qu'ils faisaient face à des luttes similaires à celles du clan des ghouls. Sa stratégie reposait sur l'établissement d'un voisinage. Une alliance de forteresses pour renforcer leur position. De retour au présent, Olmendora fut stupéfait par l'invitation inattendue du chef ghoul. Ushimura réfléchit à la façon dont il avait utilisé une tactique similaire dans sa vie antérieure. À l'époque, il avait réussi à conclure un accord avec une grande entreprise en formant des alliances avec des sociétés plus petites. Cette fois, son plan avait de nouveau fonctionné. Ushimura expliqua calmement au chef que les clans voisins étaient en difficulté, donc il avait décidé de les aider. Le chef ghoul, cependant, répliqua avec colère que ses clans étaient sous son autorité, et que les actions d'Ushimura étaient inacceptables. Ushimura sourit en sachant que cette réaction était précisément ce qu'il avait prévu. Son plan était de provoquer le leader, car perdre son calme était la première étape pour perdre la négociation. Ushimura déclara alors que leurs actions étaient déjà faites en alliance avec le clan des ghouls lui-même. Le leader, confus et furieux, niait avoir conclu un tel accord. À ce moment-là, Olulu, la fille du leader, entra dans la pièce. Ushimura révéla que Lulu avait facilité leurs efforts pour assurer la réussite des négociations avec les autres clans. Sous le choc, le chef ghoul se demandait pourquoi sa fille ferait une telle chose. Olulu s'avança, déclarant que le chef ghoul tenta de discuter. Mais Olulu ne lui laissa aucune chance, insistant sur le fait que les temps avaient changé. Les larmes coulant sur son visage, elle exprima son profond respect pour son
père, lui rappelant sa force passée. Avant que les émotions ne s'intensifient davantage, Ushimura interrompit, proposant une alliance équilibrée où les chefs partageraient des bénéfices égaux. À contre-cœur, le chef Ghoul accepta d'examiner la proposition, affirmant qu'il donnerait sa décision finale bientôt. Ushimura le remercia et partit avec Olmundora, tandis que lui exprimait également son reconnaissance envers son père pour sa coopération. Alors qu'il partait, le chef réfléchissait silencieusement, reconnaissant à quel point sa fille avait grandi, et combien les temps changeaient vraiment. Quelques jours plus tard, Olmundora informa Ushimura que le chef des Ghouls avait accepté l'alliance. Cependant, Ushimura était submergé par des dossiers concernant les soldats de l'armée. Il expliqua que le roi démon lui avait confié la tâche de choisir un subordonné parmi les soldats, mais que la décision s'avérait extrêmement difficile. Olmundora suggéra qu'il fasse confiance à son instinct, mais Ushimura hésita, admettant qu'il aurait souhaité qu'elle puisse être sa partenaire, car il lui faisait profondément confiance après la connaître depuis si longtemps. Gêné, Olmundora rougit. Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Ushimura ouvrit et trouva Olulu sur le pas de la porte. Elle annonça qu'elle représentait désormais le clan des Ghouls, et remercia Ushimura de l'avoir aidé à faire reconnaître ses capacités par son père. Elle expliqua que grâce à lui, son père lui avait confié d'importantes responsabilités au sein du clan, marquant un tournant positif. Elle exprima sa volonté de tout faire pour le remercier. Ushimura sourit et demanda si elle accepterait de devenir son partenaire. Olulu accepta immédiatement, aux grandes dames d'Olmundora, visiblement frustrée et jalouse. Alors qu'Ushimura accueillait Olulu, il essaya de parler à Olmundora, mais elle refusa, déclarant qu'elle le considérerait désormais comme un rival. Ushimura passa outre, réfléchissant aux progrès considérables qu'ils avaient accomplis. Malgré leur succès, il se rappela qu'avec de grands gains venaient des risques encore plus grands. Il décida de rester vigilant et prêt à servir, et soutenir le roi démon chaque fois que nécessaire. Olulu entra dans le bureau où se trouvait Ushimura, et l'informa qu'elle avait achevé la tâche spéciale qu'il lui avait confiée. Ushimura a exprimé sa joie, en mentionnant que peu de gens pouvaient accomplir un tel exploit sans effort. Olulu lui a alors dit qu'il recevrait bientôt une récompense pour son excellente performance en tant que négociateur, et qu'une cérémonie serait organisée pour lui remettre le prix. Elle a ajouté qu'elle donnerait plus de détails après le déjeuner, puis a quitté le bureau. Ushimura, surpris, murmura pour lui-même qu'il n'avait jamais reçu de récompense pour son travail acharné auparavant. Son esprit s'est mis à vagabonder, imaginant quel pourrait être le cadeau. Peu après, Olmande entra dans le bureau en portant un repas pour lui. Ushimura la remercia et lui demanda ce qu'il y avait à manger. En l'inspectant, il remarqua que c'était un plat léger. En commençant à manger, Olmande expliqua que c'était léger parce qu'il l'avait fait tremper dans l'eau longtemps pour en réduire la lourdeur. Ushimura remarqua que Lulu lui avait beaucoup appris sur la vie dans ce monde, notamment leur dépendance à ce plat pour se nourrir. Cependant, il admit qu'il avait parfois envie de viande. En entendant cela, Olmande suggéra qu'ils aillent chasser pour satisfaire cette envie. Agacé, Ushimura demanda s'il allait vraiment devoir chasser la viande eux-mêmes. À contre-cœur, Ushimura et Olmande partirent en forêt. Pendant qu'ils étaient là, Olmande l'avertit d'une grande bête qui avait récemment tué 5 gobelins. Elle expliqua qu'il devrait compter sur les gobelins pour gérer la bête, mais qu'il devait aussi les aider. Elle insista également sur le fait que dans ce monde rude, les faibles sont des proies. Cet avertissement laissa Ushimura profondément troublé. Il commença à réfléchir à quel point ce monde était étrange, avec sa nourriture, sa rareté, et ses guerriers faibles. Alors qu'il s'avançait, Olmande tomba sur un parterre d'herbes champignons. Curieux, Ushimura demanda si ces herbes étaient comestibles. Olmande lui assura qu'elles étaient délicieuses, mais nota que de nombreux guerriers gobelins avaient été tués en ce même endroit par un sanglier géant qui se nourrissait spécifiquement de ces herbes. Avant qu'il ne puisse réagir, l'énorme sanglier apparut derrière eux, terrifiant Ushimura par son apparence imposante. Ushimura se cacha rapidement derrière un arbre tandis qu'Olmande, impassible, lui dit de rester en arrière pendant qu'elle se préparait à affronter la bête. Elle lança une attaque rapide, s'élevant dans les airs et délivrant un coup de pied puissant, qui renversa la bête au sol, la laissant momentanément étourdie. Ushimura, observant depuis sa cachette, était impressionné par sa force, mais nota pour lui-même qu'il lui manquait certaines techniques pour achever complètement la bête. La bête se releva une fois de plus, lançant des pierres avec ses défenses verts. Olmande et Ushimura, qui restaient cachés derrière un arbre. Olmande esquiva habilement toutes les pierres et lança une nouvelle attaque, portant une série de coups de poing qui affaiblirent davantage la bête. Ushimura, regardant avec étonnement, admirait sa force, mais pensa intérieurement que les humains étaient intrinsèquement plus faibles et dépendaient d'armes sophistiquées plutôt que de la force brute. Il suggéra qu'Olmande devrait utiliser l'une de ses armes pour augmenter ses capacités. Olmande répondit qu'elle avait évité d'utiliser sa force cachée, mais qu'elle n'avait maintenant pas le choix car la bête ne lui en laissait aucun. Libérant sa vraie puissance, elle défia la bête de l'attaquer de toutes ses forces. Elle saisit alors la bête par ses défenses, la souleva sans effort et porta le coup fatal.
La bête vaincue, elle se tourna vers Ushimura et suggéra nonchalamment de manger. Ushimura, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir, pensa qu'il ne pourrait jamais imaginer manger après une telle épreuve. Un groupe de gobelins s'approcha, exprimant sa gratitude à Olmandé pour avoir abattu la bête. Elle remercia et proposa que tout le monde partage la viande. Un des gobelins tendit la viande à Olmandé pour qu'elle la prépare. Curieux, Ushimura demanda si elle savait cuisiner. Olmandé répondit avec confiance que, en tant que membre de l'élite, la cuisine faisait partie de ses compétences. Ushimura commença à imaginer un plat de viande magnifiquement préparé, pour être choqué lorsque Olmandé engloutit simplement la viande dans les flammes. Déconcerté, il demanda ce qu'elle faisait. Olmandé expliqua qu'elle préparait de la viande rôtie, pour eux, et encouragea Ushimura à goûter. Hésitant, il prit une bouchée, mais la regretta immédiatement. La viande avait un goût affreux, et il eut l'impression qu'elle était toxique, incapable de l'avaler. Olmandé, remarquant sa réaction, fit une remarque, que le plat devait être vraiment raté. Ushimura rétorqua que cette horrible préparation était entièrement de sa faute. En riant, Olmandé le taquina en disant qu'il était trop critique quand il s'agissait de nourriture. Ushimura, se sentant découragé, réfléchit aux nombreux défis qu'il devrait affronter en vivant dans un autre monde. En regardant à sa droite, il remarqua un grand four, et demanda curieusement s'il était utilisé. Olmandé expliqua qu'il nécessitait une grande quantité de sel, qui était rare dans leur région. Ushimura a suggéré d'utiliser uniquement de petites quantités de sel, et a préparé un repas en utilisant le four. Le résultat était un plat délicieux et appétissant qui a ravi tout le monde. Reconnaissant pour le repas, ils ont demandé à Ushimura de partager sa méthode de préparation. Olmandé, cependant, l'a averti que parler de la préparation des aliments pourrait nuire à sa réputation. Ushimura a rejeté cette préoccupation, expliquant que partager des connaissances sur la cuisine pourrait aider les autres à se souvenir et à recréer le plat. Il a souligné que comprendre les traditions culinaires locales était une façon essentielle d'apprendre la culture d'un pays, et que l'identification, les ressources et la correction des erreurs sont essentielles pour progresser. Il a conclu que les nations doivent utiliser leurs ressources judicieusement pour s'améliorer et apprendre. Olmandé a répondu que leur pays était pauvre et manquait de nombreuses ressources. Ce à quoi Ushimura a acquiescé. Elle a ajouté que leur pays était plus faible et plus petit que tous les pays voisins, mais ils étaient déterminés à devenir plus forts. Elle a remarqué combien il était surprenant que Ushimura rattacha des pensées si profondes à un repas simple. Elle lui a assuré que leurs efforts continueraient pour faire avancer la nation. Ushimura a demandé s'ils voyageraient de nuit. Olmandé alluma une sphère enflammée, expliquant qu'elle éclairerait leur chemin et repousserait les monstres, car l'origine infernale de la sphère en faisait quelque chose que même les semi-humains craignaient. Ushimura réfléchit, réalisant que les soldats dirigés par les gnomes s'entraînaient intensément car ils manquaient de capacités magiques. La curiosité le poussa à demander à Olmandé si le chef gnome était un démon ou un semi-humain. Olmandé admit qu'elle ne savait pas, car le chef gnome n'assistait jamais en personne aux grandes rassemblements, participant toujours à distance. Coupe court à la conversation, Olmandé lui dit d'arrêter de parler et de se préparer à partir. Sans attendre de réponse, elle se retourna et s'éloigna. Ushimura courut après Olmandé, lui criant dessus. Il remarqua qu'elle ne semblait jamais utiliser toute sa force en combat, et retenait sa magie, comme elle l'avait fait plus tôt avec le sanglier. Il souligna que lorsqu'elle révélait enfin sa puissance, cela prenait trop de temps pour intimider l'ennemi. En lui donnant un conseil, il suggéra qu'elle porte toujours une arme spécifique, porte des vêtements plus lourds pour rester au chaud, et envisage d'utiliser des alternatives, comme le four, au lieu de brûler la viande directement. Agacée, Olmandé éteignit son orbe de feu et exprima sa frustration. Elle a dit à Ushimura de retourner auprès des gobelins et de repartir avec eux, déclarant qu'elle continuerait seule. Elle l'a aussi accusé de la voir sous un angle humain, ce qui allait à l'encontre de leurs coutumes. Se sentant trahie par son attitude, elle l'a laissé derrière. Ushimura réalisa qu'il l'avait contrariée et décida de s'excuser, estimant qu'il devait rester près d'elle pour éviter d'être attaqué par d'éventuels monstres cachés. Il se remit alors à courir après elle. Plus tard, Ushimura se retrouva dans le palais du Seigneur Démon. Le Seigneur Démon le félicita pour le succès de leur dernière mission, mais s'interrogea sur la raison pour laquelle Olmandé était revenu de nuit, alors que Ushimura était revenu le matin avec les gobelins. Ushimura admit qu'il n'était pas fait pour ce travail car il avait commis une erreur avec Olmandé, ce qui l'avait mis en colère. Il suggéra de démissionner car il n'était pas assez compétent pour ce rôle. Le Seigneur Démon rejeta sa démission et lui ordonna plutôt de présenter des excuses à Olmandé. Il souligna que c'était à la fois une directive et une leçon pour Ushimura afin d'apprendre leurs coutumes dans ce monde. En quittant le palais, Ushimura réfléchit à la colère d'Olmandé. Il pensait à quel point ce monde lui semblait étrange. Il avait supposé que les démons seraient insaisissables et semi-humains, seraient sauvages, mais la réalité était tout le contraire. Il trouvait Olmandé particulièrement déroutante. Sa nature démoniaque, sa capacité à utiliser la magie, et même sa métamorphose la rendait plus mystérieuse. Il remarqua aussi que les vêtements dans ce monde semblaient refléter la culture et l'époque.
Mais il se demandait toujours quelles étaient les véritables intentions des démons. Il se rappela qu'Olmandé lui avait dit que seuls les démons pouvaient utiliser la magie, et il commença à se demander si d'autres races partageaient cette capacité. Déterminé à comprendre, il ouvrit son sac et sortit un livre, feuilletant ses pages. Il découvrit que les démons pouvaient utiliser la magie grâce à leur force physique, ce qui leur permettait de lancer des sorts. Plus un démon devenait fort, plus son pouvoir magique grandissait, ce qui expliquait pourquoi les démons dévoilaient souvent leur corps. Il se rappela pourquoi Olmandé avait été contrarié quand il avait questionné ses vêtements et se dit à lui-même, merci, roi démon, de m'avoir aidé à comprendre la vérité sur ce monde. Pourtant, il se sentait impuissant à se réconcilier avec Olmandé. Pendant ce temps, Olulu coupait du bois quand Olmandé est apparue à côté d'elle, rayonnante de colère. Elle a exprimé sa frustration, disant qu'elle pensait qu'Ushimura la détestait et ne savait pas quoi faire. Puis, elle s'est mise à pleurer, en pleurant dans les bras d'Olulu et se lamentant que Ushimura n'avait pas complimenté son corps. Les deux sont entrés à l'intérieur et se sont assis dans une pièce. Olulu a dit à Olmandé que Ushimura ne la détestait probablement pas, mais son comportement et sa façon de vivre étaient complètement différents des leurs. Elle avait remarqué cela en travaillant avec lui. Olulu expliqua que dévoiler le corps pourrait ne pas être quelque chose qu'Ushimura apprécierait. Surprise, Olmandé demanda si tout ce qu'elle avait fait était mal à ses yeux. Olulu la rassura en disant que ce n'était pas seulement mal, mais que cela avait aussi eu l'effet inverse. Triste, Olmandé commença à se cogner la tête contre le sol par frustration, poussant Olulu à l'arrêter, l'avertissant qu'elle risquait d'endommager le sol. Les larmes aux yeux, Olmandé supplia Olulu de l'aider, avouant qu'elle ne savait pas quoi faire. Olulu partagea sa propre expérience, racontant comment, lorsqu'elle a d'abord travaillé avec Ushimura, il lui avait dit d'agir librement, de ne pas s'inquiéter de faire des erreurs, et de lui demander de l'aide si elle en avait besoin. Elle croyait que c'était simplement la nature d'Ushimura, alors elle rassura Olmandé en lui disant qu'il trouverait une solution. Ailleurs, Okamura dégustait son déjeuner dans une taverne. Il était particulièrement impressionné par un plat de salade. Le propriétaire de la taverne lui sourit, expliquant que c'était fait maison. Cela éveilla une idée chez Okamura, et il se précipita rapidement au château pour chercher Olmandé. De son côté, Olmandé le cherchait également. Quand ils se trouvèrent enfin, ils hésitèrent tous deux, essayant de parler en même temps, ce qui les mit tous deux mal à l'aise. Ils ont finalement commencé à expliquer leur version du malentendu. Ushimura a admis qu'il ne la connaissait pas beaucoup, ce qui rendait difficile pour lui de savoir comment se comporter avec elle. Il a ajouté qu'il avait fait des recherches sur le sujet, surprenant Olmandé. Elle était ravie d'apprendre qu'Ushimura avait pris le temps d'enquêter sur les démons et s'est excusé de lui avoir imposé ses manières. Ushimura a avoué qu'il avait en effet ressenti un certain danger de sa part, ce qui a de nouveau déçu Olmandé. Ushimura a dit. Le visage d'Olmandé est devenu rouge de gêne, pensant à tort qu'Ushimura lui avouait ses sentiments. Cependant, dans son esprit, Ushimura considérait simplement comment ils pourraient travailler ensemble sans problème. Plus tard, le roi démon convoqua Ushimura et le félicita. Ushimura dit, c'est un honneur de recevoir cette pierre de votre majesté, mais je n'aurais pas pu y arriver seul. Il jeta alors un regard à Olmandé, s'approcha d'elle, et dit, cette pierre nous appartient à tous les deux. Cela fit rougir encore plus Olmandé. Ushimura lui tendit la pierre et demanda, en retour. Olmandé l'a traité de fou, ce qui a laissé Ushimura stupéfait. Elle a ajouté, avant qu'il ne puisse réagir davantage, Olulu est intervenu, expliquant que offrir une pierre magique à quelqu'un dans ce monde était considéré comme une demande en mariage. Ushimura, complètement ignorant de la signification culturelle, est resté sans voix. Pendant ce temps, Olmandé, embarrassé, a dit. Ushimura a reçu une convocation inattendue du roi démon, le remplissant d'appréhension alors qu'il s'inquiétait de l'erreur qu'il avait pu commettre. Dès son arrivée, il a commencé à s'excuser abondamment, demandant une seconde chance avant même que le roi démon ne parle. Le roi fronça les sourcils et l'interrompit, soulignant que son manque de confiance était injustifié et contre-productif. Loin de le réprimander, le roi démon loua son excellent travail et le rassura sur le fait qu'il n'avait pas échoué. Le roi démon expliqua ensuite l'objet de la convocation, cherchant à connaître le point de vue d'Ushimura sur la relation entre démons et humanoïdes. Ushimura souligna la disparité entre les deux groupes, notant que les démons pouvaient manier la magie alors que les humanoïdes ne le pouvaient pas, ce qui entraînait un sentiment d'infériorité et de division. Le roi démon confirma que la magie était à la racine du problème et exprima son désir de trouver une solution permettant à tous d'accéder à la magie.
Cette idée choqua Ushimura, qui admit lui-même manquer de capacité magique. Et doutait de sa capacité à relever une telle tâche. Le roi démon lui assura que les pierres magiques seraient la clé pour résoudre le problème. Et lui en remit une comme point de départ, confiant. À Ushimura la mission de comprendre comment l'utiliser efficacement. Le roi lui assigna aussi une aide, Sylvette, la reine des tempêtes. À cette annonce, Ushimura resta figé. Il se rappela la réputation de Sylvette comme une personne exigeante et inflexible. Ce qui le rendait mal à l'aise à l'idée de travailler avec elle. Alors qu'il quittait la chambre du roi démon, Ushimura, Olmandé l'a observé de loin, en train de le regarder, en le voyant se voir confier une mission aussi importante. Elle en a conclu que Ushimura était très capable. Son regard s'est arrêté sur la pierre magique qu'il portait, et elle l'a mal interprété comme un symbole de sa volonté de s'engager dans quelque chose de long terme, peut-être même avec elle. À son insu, la pierre n'avait rien à voir avec de telles intentions. Ushimura examinait la pierre magique donnée par le roi démon, réfléchissant à la façon dont elle pouvait servir de source magique externe utilisable par tous. Alors qu'il était assis, pensant, Olulu arriva avec une boisson chaude, suggérant qu'il se repose tôt en raison de sa fatigue apparente. Ushimura, cependant, expliqua qu'il devait rester éveillé plus longtemps pour travailler. Il lui montra la pierre et demanda si les humanoïdes pouvaient l'utiliser pour exploiter l'énergie magique. Olulu répondit que, bien que la pierre puisse fournir de l'énergie magique, il fallait aussi de la compétence pour utiliser la magie efficacement. Cette réflexion amena Ushimura à conclure que développer la compétence était la clé du problème, et il décida de demander l'aide de Sylvette. Déterminé, Ushimura se dirigea vers la chambre de Sylvette. À son arrivée, il fut accueilli par son assistant, qui ouvrit la porte et demanda son identité. Ushimura se présenta comme l'un des démons. Les 4 généraux du roi, chargés d'une mission directe. Il demanda à rencontrer Sylvette, mais l'assistant lui fit savoir qu'elle était indisponible, comme d'habitude. Lorsque l'assistant tenta de fermer la porte, Ushimura parvint à l'arrêter et la convainquit de le laisser entrer. De loin, Olmandé observait la scène avec une curiosité croissante. À l'intérieur, Ushimura commença à rassembler des indices sur l'assistante. Il en déduisit sa véritable identité, expliquant que ses lunettes étaient un déguisement. Son nom ne correspondait pas aux conventions de nommage des démons, et le roi des démons avait mentionné que Sylvette avait tendance à utiliser des déguisements pour éviter le travail. Ces observations ont poussé l'assistante à révéler son identité sous le nom de Sylvette. Elle expliqua que ce déguisement l'aidait à éviter les exigences constantes du travail. Ushimura s'excusa de l'avoir exposé et insista sur le fait qu'il devait discuter de la mission confiée par le roi démon. Sylvette, cependant, refusa d'aider, exprimant son manque d'intérêt à contribuer au projet en cours. Malgré sa réticence initiale, Sylvette dévoila finalement une pierre magique unique, qu'elle avait créée après des années de recherche. Elle expliqua que cette pierre était formée en fusionnant de nombreuses petites pierres magiques, permettant ainsi à son utilisateur de lancer plusieurs sorts. Ushimura fut étonné de découvrir que la solution qu'il cherchait existait déjà. Avec enthousiasme, il suggéra de produire en masse les pierres, mais Sylvette expliqua que chaque pierre coûtait 10 millions à fabriquer, et la rareté des pierres magiques rendait une production à grande échelle impossible. Ces remarques laissèrent Ushimura frustré et découragé. Sylvette, avec une pointe de sarcasme, défia Ushimura de trouver un moyen de produire en masse les pierres s'il le pouvait. Elle lui fit comprendre qu'elle ne financerait ni ses efforts ni ne l'aiderait. Ushimura, bien qu'au début contrarié, commença à envisager les possibilités. Il demanda à Sylvette si la pierre dépendait de plus petites pierres magiques pour permettre à son utilisateur pour lancer plusieurs sorts, en espérant découvrir une voie potentielle pour résoudre le défi. Ushimura a proposé de créer une pierre magique capable de lancer un seul sort. Il a pensé que cela permettrait de produire beaucoup de ces pierres à moindre coût. Sylvette a considéré l'idée et a accepté, suggérant que des pierres magiques de mauvaise qualité pourraient servir à cet usage. Elle a compris que cela réduirait considérablement les coûts de production et a félicité l'innovation d'Ushimura, notant qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pense comme lui auparavant. Excité par l'idée, Ushimura présenta la pierre magique que lui avait donnée le roi démon et suggéra de l'utiliser comme prototype. Intriguée, Sylvette accepta, impatiente d'expérimenter. Sylvette lança un sort pour ouvrir une entrée secrète vers son laboratoire et déclara son intention de travailler toute la nuit sur ce nouveau projet. Elle entraîna Ushimura avec elle, sollicitant son aide. Pendant ce temps, Olmandé, curieuse de leurs activités, resta dehors. Devenue impatiente, elle tenta d'entrer mais s'en trouva incapable. Le lendemain matin, Sylvette et Ushimura paraissaient tous deux visiblement épuisés. Ayant travaillé sans relâche toute la nuit, Sylvette a fièrement annoncé qu'elle avait réussi à transformer le concept en réalité en une seule nuit, admirant sa propre brillante idée. Elle regarda la pierre magique à usage unique qu'elle venait de créer, impressionnée par la réduction des coûts et le potentiel de production de nombreuses pierres. Elle était impressionnée par la réduction des coûts et la possibilité de produire beaucoup de pierres. Décidant de tester la pierre, elle se tourna vers Ushimura, en le nommant sujet de test.
Bien que fatigué, Ushimura accepta à contre-cœur, demandant d'abord une courte pause. Sylvette lui accorda 1 heure. Pendant qu'Ushimura sortait manger et se reposer, Olmande entra en trombe. De manière agressive, le faisant trébucher au sol. Exigeant une explication pour ses activités nocturnes, elle l'interrogea. Sylvette interrompit le tumulte, disant à Olmande d'aller faire son bruit ailleurs. Avant qu'une nouvelle dispute ne s'engage, un assistant arriva, les informant d'une urgence. Des oiseaux féroces attaquaient les villes, et le roi démon avait ordonné leur extermination. L'assistant entraîna Olmande, la chargeant d'aider en plusieurs endroits, malgré sa réticence. Sylvette vit dans cette crise une occasion parfaite pour tester la nouvelle pierre magique. Elle conduisit Ushimura dans un endroit dégagé, déclarant que c'était un terrain d'essai idéal, alors qu'Ushimura protestait que leur priorité était de s'occuper des monstres. Selon les ordres du roi démon, Sylvette insista pour tester la pierre. Elle expliqua que la pierre était configurée pour lancer un simple sort de feu, et ordonna à Ushimura de l'essayer. Lorsqu'Ushimura hésita, Sylvette mentionna avec désinvolture que l'échec pourrait lui coûter sa main, le laissant stupéfait. Suivant ses instructions, Ushimura se concentra pour libérer l'énergie magique de la pierre. À sa grande surprise, il réussit à conjurer une boule de feu de sa main. Submergé, il réalisa qu'il pouvait lui aussi utiliser la magie. Sylvette confirma le succès du premier test et déclara qu'il était maintenant temps pour le véritable combat. Exterminer les oiseaux attaquants grâce au sort de feu. Ushimura, encore incrédule, suivit les instructions de Sylvette et commença à viser les créatures. À chaque sort, il gagnait en confiance et réussit à abattre plusieurs oiseaux. Son enthousiasme fut interrompu lorsque la pierre se brisa sous la pression. Alors qu'il essayait de lancer un autre sort, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas et comprit que la pierre s'était éclatée. Un des oiseaux profita de sa vulnérabilité et faillit l'attaquer. Mais Sylvette intervint et le sauva. Elle expliqua que la pierre avait cassé à cause de la surcharge et conclut que la faible des pierres de qualité n'étaient pas adaptées à de telles tâches. Ushimura réfléchit à la bataille contre les oiseaux féroces, notant qu'ils avaient finalement réussi. Mais Sylvette semblait découragée, regrettant l'échec de l'expérience. Elle s'attendait à ce que le processus se déroule sans problème et était déçue par le résultat. Plus tard, Ushimura fut vu en ville, partageant un repas avec des enfants ravis par le festin. Leur bonheur et leur vie simple l'ont touché. Ensuite, il rendit visite à Sylvette et partagea ses pensées, exprimant sa surprise de voir que tous les humanoïdes n'étaient pas forts, comme il l'avait supposé. Certains, comme les enfants, étaient petits et faibles, mais menaient des vies joyeuses et modestes. Sylvette, rappelée par son passé, révéla qu'elle était née dans une famille elfique, mais avait été forcée de la quitter en raison de circonstances imprévues. Elle avait été prise en charge par des humanoïdes qui, malgré leur faiblesse et leur vie humble, lui avaient montré de la bonté. Inspirée par leur lutte, elle décida de les aider en créant des outils magiques. Cependant, elle admit qu'elle s'était laissée distraire par son travail et avait oublié son but initial. Sylvette souligna l'importance pour les chercheurs de privilégier le bien-être des gens et insista sur le fait que leur expérience doit réussir. Elle remarqua que les oiseaux reviendraient bientôt, et ils devaient trouver un moyen de les repousser sans épuiser ni détruire les pierres magiques. Tout en dégustant un repas à la taverne, Ushimura eut une idée soudaine. Il demanda à Sylvette si elle pouvait créer 10 pierres magiques. Sylvette expliqua que bien qu'elle puisse, les pierres ne seraient pas de la même qualité faute d'outils appropriés. Ushimura l'encouragea à continuer, confiant qu'il pourrait régler le problème. Le lendemain, il retourna sur le champ de bataille et plaça stratégiquement les pierres autour de la zone. Quand les oiseaux approchèrent, il activa les pierres, il émit un son qui effraya et repoussa les créatures. Ushimura avait observé lors de la rencontre précédente que les oiseaux craignaient le son de l'activation des pierres. Son plan fonctionna parfaitement, et les oiseaux s'enfuirent. Des humanoïdes émergèrent, ravis d'avoir été sauvés. Ushimura expliqua que le son émis par les pierres magiques ne vidait pas leur énergie, ce qui permettait de les utiliser longtemps sans qu'elles se cassent. Il suggéra de distribuer les pierres aux villages voisins pour repousser les monstres et améliorer la sécurité, permettant aux communautés de se concentrer sur l'augmentation des rendements agricoles. Ushimura présenta cette solution au roi démon, qui manifesta son étonnement devant comment il avait non seulement résolu le problème urgent des monstres, mais aussi fait progresser le développement des pierres magiques. Le roi loua à la fois Ushimura et Sylvette pour leur ingéniosité. Le roi démon ordonna à Sylvette de produire un grand nombre de pierres magiques, qu'ils nommèrent Rosemarine, et de les distribuer au village. Plus tard, Ushimura s'approcha de Sylvette pour la remercier de son aide. Sylvette repoussa sa gratitude, exprimant sa propre reconnaissance. Elle reconnut que ses efforts lui avaient rappelé son objectif principal de recherche et lui attribua son succès. Avant de partir, elle lui remit une version améliorée de la Rosemarine, expliquant qu'il pourrait lancer 30 projectiles magiques. Ushimura était étonnée et a demandé quand elle avait réussi à le créer. Sylvette, avec sa confiance habituelle, s'est simplement appelée une génie, puis est partie.
En retournant à son bureau pour rattraper son travail, Ushimura a été brusquement interrompu par Olmande, qui est entrée en force et l'a accidentellement fait tomber au sol. Elle a furieusement demandé où il était allé et pourquoi. Il ne l'avait pas informé de sa mission avec Sylvette. Cependant, en remarquant la pierre magique qu'il portait, elle s'est adoucie et a déclaré que, tant qu'il lui donnerait la pierre, elle ne se soucierait pas qu'il soit impliqué avec une autre femme. Pendant ce temps, Ushimura restait inconscient par terre. Olmande a essayé de le réveiller, mais en vain. Le lendemain, Ushimura et Omendora étaient à la taverne, où Omendora taquinait et se chamaillait avec un gnome. Pendant ce temps, Ushimura était plongé dans ses pensées, réfléchissant à son désir de croissance personnelle. Il réalisa que toutes ses missions précédentes étaient des directives du roi démon. S'il voulait se développer davantage, améliorer l'armée du roi démon et faire des progrès significatifs, il devait identifier les problèmes et les résoudre par lui-même. Déterminé, il a décidé d'agir immédiatement. Ushimura s'est dirigé vers la ville animée, accompagné d'Omendora. L'atmosphère vivante et énergique remplissait les rues, et Ushimura n'a pas pu s'empêcher de commenter à quel point Omendora était belle, ce qui l'a fait rougir. Elle a commencé à penser qu'ils étaient peut-être en rendez-vous, mais a été déçue lorsque Ushimura a annoncé qu'ils étaient là pour explorer le marché ensemble pour le travail. Sa frustration a augmenté lorsqu'elle a réalisé que leur sortie était à des fins professionnelles, plutôt que pour le plaisir personnel. Pendant qu'Ushimura explorait le marché, Omendora devenait de plus en plus irritée et a finalement exigé de savoir ce qu'il cherchait. Ushimura expliqua que leur objectif était simple, ils devaient recueillir des informations et des opinions pour trouver des moyens d'améliorer l'armée du roi démon. Il suggéra de commencer par parcourir le marché et prendre note de ce qu'ils trouvaient. À l'un des étals, un marchand reconnut Ushimura comme l'un des 4 généraux du roi démon. Cela surprit Ushimura, qui demanda comment le marchand le savait. Le marchand expliqua que les commerçants étaient toujours au courant des dernières rumeurs, et qu'on avait entendu parler d'un humain vêtu de façon inhabituelle, qui avait atteint le rang de général. Ushimura pensa en lui-même que les marchands, comme prévu, étaient toujours perspicaces, collectant et partageant des rumeurs pour faire avancer leurs affaires. Le marchand leur a proposé de leur montrer certains de ses meilleurs produits, y compris des objets en or finement travaillés. Parmi eux, il a présenté une paire de tasses ornées, suggérant qu'elles étaient parfaites pour un mariage. En entendant cela, Omendora est devenue confuse, surtout quand Ushimura a annoncé de manière inattendue qu'il achèterait les tasses. Elle a été encore plus choquée lorsqu'il a concrétisé l'achat. Ushimura, cependant, a précisé qu'il avait une condition. Il voulait des informations du marchand en échange. Le marchand a accepté, fournissant à Ushimura les détails dont il avait besoin, et lui a remis les tasses. En quittant l'étal, l'humeur d'Omendora s'est encore détériorée, déçue que leur sortie reste axée sur le travail malgré la confusion initiale. Ushimura, quant à lui, continuait à étudier le marché, observant ses dynamiques et interactions. Après avoir recueilli suffisamment d'informations, il s'est assis pour l'analyser. Ushimura a noté que la collaboration entre les différentes tribus avait contribué de manière significative à la prospérité du marché. Omendora, malgré sa frustration précédente, a été d'accord avec son évaluation. Omendora a observé que les nouveaux marchands avaient attiré plus de clients en offrant des produits uniques. Ushimura l'a reconnu mais a souligné un problème croissant. L'approvisionnement alimentaire ne suffirait pas à répondre aux besoins de la population croissante, ce qui entraînerait une hausse des prix de certains aliments. Omendora a été d'accord et a partagé sa propre expérience, en confrontant un marchand qui avait augmenté ses prix. Quand elle lui a ordonné de les baisser, le marchand a expliqué qu'il ne pouvait pas, car il arrivait à peine à couvrir ses coûts, et baisser les prix le forcerait à fermer son commerce. Il est devenu évident qu'il ne mentait pas. Ushimura conclut que le problème venait des prix des aliments. Quand Omendora demanda des précisions, Ushimura expliqua que les commerçants de gros faisaient office d'intermédiaires, achetant aux fermiers et distribuant aux détaillants. Il semblait y avoir un problème dans leur manière de fixer les prix. Omendora suggéra d'affronter ces commerçants et de leur donner une leçon. Mais Ushimura la prévint, expliquant qu'il n'était pas encore certain de la cause profonde. Il ajouta qu'il existait une guilde spécialement pour ces commerçants, et causer des ennuis avec eux pourrait déstabiliser toute la région. Il insista sur la nécessité d'aborder la situation avec précaution et de l'étudier davantage. Changeant de sujet, Ushimura remarqua que la barrière psychologique entre les humanoïdes et les démons restait également non résolue, mais il était confiant qu'il pourrait aborder chaque problème étape par étape. Il suggéra ensuite qu'ils avaient terminé leurs recherches pour la journée et offrit à Omendora la possibilité de faire ce qu'elle voulait. Omendora, secrètement excitée, pensa en elle-même que cela pourrait enfin être une sortie digne de ce nom. Cependant, ses espoirs furent brisés lorsque Gnome les interrompit. Au grand plaisir d'Ushimura et à la grande irritation d'Omendora, Ushimura demanda à Gnome si elle était venue au marché pour faire des courses, mais Gnome a révélé qu'elle était là pour une tradition importante de sa race appelée Rohaya. Curieuse, Ushimura demanda ce que cela signifiait. Gnome expliqua qu'il s'agissait d'une pratique où ils offraient des cadeaux aux personnes qu'ils aimaient. Ushimura supposa qu'elle était là pour recueillir des cadeaux pour sa race, mais Gnome ajouta avec un sourire en coin qu'elle donnait aussi des cadeaux à ceux qu'elle voulait tuer, faisant clairement référence à Omendora. Avant que la situation ne dégénère, un couple d'anciens humanoïdes s'approcha d'eux, suppliant Gnome de l'aider.
Le groupe, surpris par cette demande soudaine, suivit le couple jusqu'à leur boutique. À leur arrivée, ils ont découvert que le couple gérait un restaurant spécialisé dans un plat appelé Shimizu. La femme expliqua qu'ils tenaient le restaurant depuis des années. Mais récemment, leur vente avait diminué jusqu'à ne plus vendre rien du tout. Le couple âgé, désireux de relancer leur activité, se sentit d'abord optimiste lorsqu'un commerçant passa une grosse commande pour leur plat spécial, le Shimizu. Le couple travailla sans relâche pour préparer la commande, enthousiasmé par l'opportunité de réaliser un profit important. Cependant, le lendemain, le commerçant annula la commande, en réalisant que le Shimizu n'avait une durée de vie que d'un jour. Ce retournement inattendu a dévasté le couple, car ils se retrouvaient avec un excédent de Shimizu invendable, ce qui les a forcés à fermer leur boutique. Au milieu de leur désespoir, Gnome s'est tourné vers Ushimura, lui demandant s'il pouvait trouver une solution, étant donné sa réputation en tant que négociateur habile et sa connaissance de la cuisine. Ushimura a reconnu la difficulté de la situation, mais a exprimé sa confiance qu'il pouvait trouver une solution en utilisant les informations qu'ils avaient recueillies sur le marché. Après avoir goûté un morceau de Shimizu, il a déclaré, en étant certain qu'il pouvait sauver la boutique. L'esprit du groupe s'est élevé à ces mots, et Gnome lui a confié la tâche, avant de se décaler pour le laisser prendre la tête. Ushimura s'est assis avec le couple d'aînés pour élaborer une stratégie. Il a souligné que la clé de tout plan réussi était de fixer un objectif clair. Dans leur situation, l'objectif était de vendre toutes les 300 pièces de Shimizu avant la fin de la journée, car sinon elle se gâterait. Tout le monde se sentait revigoré par la clarté de l'objectif. Ushimura a noté que Shimizu ressemblait à Mochi de son monde, mais avait une texture plus douce. Alors que cela semblait initialement une faiblesse, il croyait que cela pouvait devenir un avantage. Le groupe était curieux de son raisonnement, et Ushimura expliqua que l'absence de saveur forte et distincte du Shimizu signifiait qu'il pouvait être combiné avec une variété d'autres aliments, créant ainsi des possibilités infinies. L'étape suivante consistait à décider avec quel type d'aliment le marier. Il demanda alors au couple âgé quelle était leur clientèle. Ils expliquèrent qu'ils s'adressaient traditionnellement à des clients plus âgés, mais que le Shimizu avait perdu en popularité même auprès d'eux. Les jeunes ne montraient aucun intérêt pour lui, et eux-mêmes s'en étaient lassés au fil du temps. En entendant cela, Ushimura réalisa que leur public cible devait changer. Conscient de l'urgence de la situation, Ushimura proposa de diviser les tâches pour optimiser leur temps limité. Chacun prendrait un rôle spécifique pour assurer le succès du plan. Ushimura décida de travailler avec le couple de personnes âgées pour trouver des usages uniques et créatifs du Shimizu. En même temps, il ordonna à Omendora de visiter certains commerces et de chercher leur coopération afin d'assurer le succès du plan. Plein d'enthousiasme, Omendora partit avec empressement, tandis que la ville bourdonnait de son énergie habituelle et animée. Ushimura monta sur scène sur la place du marché, captivant l'attention de la foule, en annonçant que c'était un jour spécial de Roya. Beaucoup de personnes dans le public ne connaissaient pas ce terme, ce qui poussa Ushimura à inventer une légende improvisée sur le moment. Il raconta l'histoire d'un jeune homme qui vendit du Shimizu et rencontra une belle fille. Leur histoire d'amour fut remplie de rebondissements et de défis passionnants, mais à la fin, ils rêvaient de passer l'éternité ensemble en partageant du Shimizu. Avec ce récit, Ushimura commercialisa habilement le Shimizu comme un cadeau chargé de sens pour les êtres chers, encourageant chacun à le partager avec sa famille et ses amis. Le public adopta l'idée avec enthousiasme. Ushimura se souvient avoir consulté Gnome plus tôt au sujet de la légende et l'avoir reformulée à sa manière. Il a combiné cette histoire avec une approche marketing saisonnière pour aligner Shimizu avec des occasions spéciales, en assurant son attrait. Sa stratégie a parfaitement fonctionné, attirant l'attention de la foule. Le couple âgé a dévoilé leur Shimizu, le présentant dans diverses couleurs vives et dynamiques qui ont immédiatement captivé les spectateurs. La présentation unique a intrigué les clients, qui ont rapidement décidé d'acheter le Shimizu coloré en grande quantité. Ushimura a été étonné de voir que la plupart des acheteurs étaient de jeunes gens. Ushimura a expliqué que la stratégie avait été spécifiquement axée sur une clientèle plus jeune, qu'il appelait un repositionnement. Lorsqu'Ushimura a demandé ce que signifiait ce terme, il a expliqué que lorsqu'un produit perd sa clientèle d'origine et que ses ventes diminuent, une nouvelle approche marketing peut viser un public différent pour relancer l'intérêt. Il a révélé que ses recherches de marché montraient que la ville était remplie de familles et de jeunes personnes, faisant d'eux les cibles idéales pour la campagne. Le plan a été un énorme succès, et le Shimizu de leur couple s'est rapidement vendu. Omendora a dit que leur magasin prospérerait probablement longtemps, car les clients semblaient vraiment impressionnés par le produit. Ushimura était d'accord, prédisant que Shimizu pourrait devenir l'un des produits les plus populaires du marché dans un avenir proche. Alors que le groupe célébrait la réussite de la journée, l'esprit d'Ushimura commença à s'égarer dans de nouvelles idées pour améliorer l'armée du roi démon. Perdu dans ses pensées, il se mit à murmurer des stratégies au hasard. Amusé mais exaspéré, Omendora le ramena à la réalité. Le couple âgé exprima sa sincère gratitude à Ushimura et Omendora pour leur aide. Cependant, Ushimura attribua humblement le succès à leur travail acharné et à l'aide de Gnome. Cela mit Omendora hors d'elle, qui souligna que Gnome les avait abandonnés durant les moments critiques.
Ushimura expliqua alors que certains humanoïdes l'avaient approché, disant que Gnome les avait informés de la situation, ce qui les avait encouragés à venir acheter le Shimizu. Tentant de calmer Omendora, Ushimura ajouta que certains clients humanoïdes avaient mentionné que ses actions et son comportement avaient changé leur regard sur les démons. Malgré ces louanges, Omendora resta contrarié, irrité par son insistance sur Gnome. Leur désaccord fut interrompu par le couple âgé, qui leur apporta des Shimizu colorés en signe de gratitude. Gêné, Omendora rougit à l'idée de partager le Shimizu avec Ushimura. Plus tard, les deux s'assirent ensemble, et Ushimura lui présenta la coupe décorative qu'il avait achetée plus tôt. Ce geste troubla encore davantage Omendora, qui se rappela la pierre magique qu'il lui avait donnée auparavant. Confuse par ses actions, elle se demanda à voix haute ce que tout cela signifiait. Rassemblant son courage, Omendora demanda à Ushimura ce qu'il souhaiterait en mangeant le Shimizu. Il répondit avec assurance que son vœu était évident, le succès de son prochain projet. Désillusionné et frustré, Omendora l'a accusé d'être un monstre obsédé par le travail, soulignant qu'il y avait d'autres choses qu'il pouvait souhaiter au-delà du travail. Plus tard, Ushimura a rendu visite au roi des démons pour partager les idées qu'il avait tirées de l'étude du marché. Parmi ses découvertes, une information se démarquait. Ushimura a mentionné qu'une nation voisine, l'État d'Or, était renommée pour sa richesse immense et son commerce d'or. Il a proposé d'établir des relations commerciales avec eux, suggérant que ce commerce pourrait renforcer considérablement leur armée et offrir potentiellement des solutions à leurs pénuries alimentaires. Cependant, Ushimura a admis ne pas savoir quels produits leur royaume pourrait offrir à l'État doré. Le roi démon a révélé une solution surprenante en présentant les pierres roses marines. Cela a stupéfié Ushimura, qui a exprimé son inquiétude à l'idée de commercer un produit étroitement gardé et unique à leur royaume. Le roi démon l'a rassuré, expliquant que les chercheurs et scientifiques comme Sylvette étaient rares, et que personne d'autre ne pourrait reproduire facilement le produit. Même si d'autres réussissaient à copier le design, la véritable force résidait dans les individus compétents et le savoir fondamental de leur royaume, qui ne pouvait être volé. Le roi démon a souligné sa confiance en ses généraux talentueux, comme Ushimura, qui continuerait à créer des innovations encore plus grandes à l'avenir. Touché par la confiance et l'encouragement du roi, Ushimura devint émotif. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il prêtait serment de dévouement. Cependant, le roi démon interrompit ce moment, l'avertissant de se méfier du souverain du Golden State, le décrivant comme une figure extrêmement dangereuse et rusée. Ushimura se tenait devant le miroir, réfléchissant à son parcours. Cela faisait plusieurs mois qu'il était arrivé dans ce monde, et maintenant le moment était venu pour sa première mission en tant que général d'élite. Alors qu'il se préparait, Omendora et Olulu se tenaient à ses côtés, offrant leur soutien avant son départ pour le royaume de Rambing. Omendora exprima son inquiétude, demandant s'il irait bien tout seul et suggérant qu'il l'accompagne. Cependant, Ushimura la rassura, expliquant que cette rencontre avait été organisée il y a longtemps suite à sa nomination officielle comme l'un des 4 généraux. C'était une mission qu'il devait accomplir seul. À contre-cœur, Omendora accepta mais le prévint d'être prudent. Elle décrivit le roi de Rambing comme un homme très intelligent et rusé. Elle raconta une histoire glaçante d'un marchand qui avait tenté de tromper le roi et qui fut ensuite livré au crocodile. Cela laissa Ushimura visiblement ébranlé, mais il resta résolu. À son arrivée à Rambing, Ushimura a tout de suite été frappé par la vitalité de la ville et la foule animée. En observant l'expansion rapide de la ville, il a compris que son choix de s'approcher de Rambing était stratégique. Le royaume faisait face à une pénurie croissante de ressources, notamment en nourriture. La croissance rapide de la population, alimentée par la fois par la croissance locale que par les importations de marchandises, avait mis à rude épreuve leurs réserves. Ushimura comprenait que Rambing avait besoin de quelque chose de précieux à échanger contre de la nourriture. Et l'or, étant une monnaie principale dans ce monde, faisait du royaume de Rambing le candidat idéal pour une alliance. Ushimura savait que le succès de cette négociation était crucial. Une alliance ratée signifierait la catastrophe pour l'armée du roi démon. En entrant dans la chambre du roi, il sentit un instant de soulagement, pensant que le processus s'était déroulé sans encombre jusqu'à présent. Son statut de général semblait avoir ouvert des portes, facilitant certains obstacles diplomatiques. Cependant, lorsque le roi de Rambing entra et prit place, l'atmosphère changea. Ushimura le salua respectueusement, exprimant son honneur lors de cette rencontre. Mais lorsqu'il commença à se présenter, le roi interrompit brusquement, récitant chaque détail sur le passé d'Ushimura. Il était clair que le roi l'avait minutieusement enquêté, laissant Ushimura stupéfait. Le roi se pencha en avant et, d'un ton incisif, remarqua qu'il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait dans la région. Il demanda alors pourquoi Ushimura avait mis tant de temps à venir lui rendre visite et lui présenter ses respects depuis qu'il était devenu général. Les accusations voilées envoyèrent une onde de peur à travers Ushimura, qui s'excusa rapidement, réalisant la position délicate dans laquelle il se trouvait. Avec le roi maintenant en position de force, Ushimura comprit que les négociations n'allaient pas se dérouler aussi facilement qu'il l'espérait. La connaissance et l'assurance du roi avaient fait basculer l'équilibre du pouvoir. Le roi fixa Ushimura d'un regard perçant et demanda pourquoi il était venu, affirmant qu'il doutait que la visite d'Ushimura ne fût qu'une marque de respect. Ushimura, tentant de garder son calme, répondit qu'il avait préparé une offrande pour le roi.
Il présenta alors quelques-uns des plus beaux produits en argent de son royaume. Cependant, dès que le roi posa les yeux sur l'argent, son expression s'assombrit de colère. Sans hésiter, il brisa tous les objets qu'Ushimura avait apportés, envoyant des éclats voler à travers la pièce. Ushimura était pétrifié, se blâmant intérieurement pour une telle erreur. À quoi pensais-je? J'ai apporté de l'argent au roi de la cité d'or. La voix du roi résonna dans la salle alors que il exigeait de savoir si Ushimura se moquait de lui. Désespéré de sauver la situation, Ushimura s'excusa abondamment et présenta rapidement le véritable objet de valeur, la pierre rose-marine. Le roi, peu impressionné, examina la pierre et constata qu'elle semblait de mauvaise qualité. Ushimura, saisissant l'occasion, expliqua que la pierre n'était pas un simple artefact ordinaire. Il informa le roi que le rose marine avait été développé par l'armée du roi démon et possédait la capacité unique de repousser les monstres. Le roi haussa un sourcil, intrigué, ce qui poussa Ushimura à en dire plus. Ushimura souligna que la pierre pourrait être particulièrement utile à Rambin dans leurs opérations minières. Il avait appris l'existence d'une créature appelée le golem de pierre, qui entravait fréquemment les travaux d'excavation. Le rose marine, assurait-il, pouvait repousser ces créatures, garantissant ainsi une exploitation minière sûre et efficace. Cela éveilla l'intérêt du roi qui saisit le potentiel pour réduire les coûts de main-d'œuvre et augmenter la productivité. Avec un regain de confiance, Ushimura a déclaré que la pierre rose marine était la véritable raison de sa visite. Il a suggéré que si le roi la trouvait précieuse, il pourrait négocier une vente. Le roi s'est renversé, réfléchissant à l'offre, puis a finalement accepté, mais à une condition. Il lui fallait une preuve que la pierre fonctionnait réellement. Le roi a déclaré qu'Ushimura devrait démontrer son efficacité, mettant sa vie en jeu pour son succès. Soudain, le roi a convoqué une bête massive ressemblant à un crocodile pour attaquer Ushimura. Gelé de peur, Ushimura peina à activer la pierre rose marine lorsque la créature lui sauta dessus. Juste au moment où la bête allait frapper, la pierre émit une puissante impulsion, ce qui fit arrêter brusquement le crocodile. Il se détourna d'Ushimura et chargea plutôt contre le roi. Avec une rapidité précise, le roi élimina la créature, mettant facilement fin à ses jours. Debout face à la bête vaincue, le roi ricana et reconnut que la pierre fonctionnait comme annoncé. Ce qui l'impressionna davantage, c'était Ushimura lui-même. Il trouva Ushimura remarquable, notant que malgré son apparence ordinaire, humain, il avait réussi à tenir bonne avec une détermination inébranlable. Le roi loua les talents de négociation d'Ushimura, sa loyauté envers le roi démon, et sa volonté de risquer sa vie pour la mission. D'un signe de tête approbateur, le roi déclara qu'il achèterait les pierres rose marines. Le roi de Rambin remit à Ushimura plusieurs lingots d'or, le laissant choqué en réalisant que chacun valait environ 700 000 de leur monnaie. Le roi demanda ensuite combien de temps il faudrait pour produire 200 rose marine street. Ushimura, après avoir calculé la capacité de production, déclara avec confiance qu'il faudrait un mois pour honorer la commande. Cependant, le roi rejeta ce délai et ne lui accorda qu'une semaine à la place. Ushimura resta sans voix, submergé par cette demande presque impossible. Sans attendre de réponse, le roi renversa dramatiquement encore plus d'or, empilant devant Ushimura 3 pyramides imposantes de lingots d'or. Le poids de la situation le frappa durement lorsque le roi déclara qu'en tant que souverain du royaume d'or, il pouvait tout acheter, ce qu'il désirait, y compris tout le stock de rose marine. Se précipitant à l'atelier de Sylvette, Ushimura fut immédiatement confronté à sa réaction furieuse. Elle le réprimanda pour avoir pris un engagement aussi scandaleux, lui rappelant que la production de masse de rose marine venait tout juste de commencer, et augmenter davantage la production était presque impossible. Elle a également souligné que la demande intérieure pour la pierre rose marine augmentait, rendant difficile l'allocation de stocks supplémentaires pour le commerce extérieur. Ushimura, réalisant son erreur, ressentit une profonde peur et un grand sens des responsabilités. Olulu intervint pour le défendre, expliquant qu'Ushimura avait pris la décision en pensant au meilleur intérêt de l'armée du roi démon. Cependant, Ushimura l'interrompit, demandant un moment pour réfléchir. Il se rappela que ce genre de défi était courant en affaires, où les gens ne reconnaissent souvent pas la complexité de la production et de la logistique. Sylvette, toujours sceptique, l'a interrogé davantage, avertissant que s'il forçait la production au-delà de ses limites, tout le système pourrait s'effondrer. Ushimura, après mûre réflexion, a proposé de privilégier les ventes locales dans les régions où l'activité des monstres était la plus forte, car beaucoup de ces zones avaient déjà reçu des approvisionnements importants en rose marine. Cela signifiait que réduire les ventes locales pendant une courte période ne poserait pas de risque immédiat. Sylvette, impressionné par sa compréhension de la dynamique du marché malgré le fait qu'il ne soit pas un marchand, a accepté à contre-cœur le défi et s'est engagé à produire les 200 rose marine street dans la semaine. Alors qu'il commençait les préparatifs, un envoyé du roi de Rambing arriva avec des nouvelles urgentes. Le roi, impressionné par la performance de la pierre rose marine, avait décidé d'augmenter sa commande en demandant 100 pierres supplémentaires en plus des 200 initiales. Pour aggraver les choses, il exigea que la commande complète soit terminée dans le même délai d'une semaine. Ushimura resta figé, réalisant qu'il venait d'être poussé dans une situation encore plus impossible. Ushimura était assis à son bureau, l'épuisement visible sur son visage. Olulu est approché avec une boisson chaude, le félicitant d'avoir réussi à livrer la commande de ceux de la rue Rose Marine 300.
Ushimura hocha la tête, reconnaissant la réussite, et remarqua que sa supposition sur la capacité financière du royaume de Rambing était correcte. Curieuse, Olulu lui demanda combien il avait vendu les pierres. Lorsqu'Ushimura révéla qu'il vendait chaque pierre 50 000, Olulu fut choqué, se demandant comment il avait réussi à obtenir un prix aussi élevé. Ushimura commença à expliquer, lui présentant le concept d'effet d'ancrage. Il détailla comment les gens prennent souvent des décisions en se basant sur la première information qu'ils reçoivent. Puisque les pierres roses marines n'avaient pas encore été évaluées, il en a profité en leur attribuant une valeur perçue élevée. Pour manipuler davantage la situation, il a intentionnellement présenté d'abord des outils en argent, sachant que le roi les trouverait peu impressionnants et les rejetterait. Lorsqu'il a ensuite présenté la pierre rose marine, le roi, déjà conscient de la faible valeur de l'argent, a perçu la pierre comme très précieuse. Ce mouvement stratégique a permis à Ushimura de vendre les pierres à un prix élevé. Impressionné, Olulu a félicité Ushimura pour sa ruse. Cependant, leur célébration a été de courte durée. Un messager de Rambing est arrivé, demandant 100 unités supplémentaires de Rosemarine Street. Ushimura a immédiatement cherché Sylvette et lui a supplié d'augmenter la production. Malgré sa frustration, Sylvette a élargi la ligne de production, et ils ont réussi à honorer la nouvelle commande avec succès. En réfléchissant à la situation, Ushimura a réalisé que les Rosemarine Stone étaient devenus un produit consommable. Une fois utilisés et épuisés, les clients reviendraient inévitablement acheter des remplacements, probablement dans un mois. Ushimura a souri à lui-même, satisfait que tout se déroulait comme prévu. Mais sa satisfaction s'est rapidement transformée en choc lorsqu'Olulu est entré précipitamment avec une nouvelle alarmante. Toutes les commandes futures avaient été annulées. Quelques instants plus tard, le messager du roi est arrivé. Ushimura, tentant de garder son calme, demanda pourquoi ils annulaient alors qu'une autre livraison était sur le point d'être effectuée. Le messager s'excusa, expliquant que le roi avait décidé d'arrêter d'acheter chez eux parce que de nouveaux marchands offraient le même produit à près de moitié prix. Ushimura resta stupéfait et sans voix. Les ouvriers, déjà en train de préparer la production continue, étaient furieux. Ils avaient obtenu des matières premières et dédié leur travail pour une commande qui était désormais nulle. Olulu a essayé de les calmer, mais ses efforts étaient vains alors que la frustration grandissait. Pendant ce temps, les clans de monstres, attendant leurs armes spécialisées, devenaient de plus en plus agités à cause du retard. Le chef du clan de monstres, observant le mécontentement, a déclaré qu'il semblait y avoir une perturbation dans le commerce, entraînant une réduction des fonds. En conséquence, ils continueraient leur entraînement avec du vieux matériel usé jusqu'à ce que la crise soit résolue. Le clan de monstres était visiblement frustré, mais Gnome intervint, essayant de les calmer. Elle leur rappela que tout le monde dans la ville souffrait, pas seulement leur clan, et expliqua que la racine du problème était la perte de leur source de financement en or. Toute la ville ressentait la pression, avec les marchands, artisans, et les citoyens pleurant à l'unisson le ralentissement économique. Pendant ce temps, Ushimura était assis seul dans son bureau, profondément pensif. Le poids de la situation pesait lourdement sur lui, et il peinait à identifier où il s'était trompé. Se sentant impuissant, son esprit dériva vers sa vie antérieure, où il avait souvent été le bouc émissaire à chaque fois qu'un problème survenait. Déterminé à assumer ses responsabilités, il alla voir le roi démon, avouant que la crise venait de son mauvais jugement. Ushimura expliqua qu'il avait conscience du caractère imprévisible du roi Rambing, et la commande suspectement importante de pierres roses marines, mais il avait laissé son excitation face aux négociations réussies obscurcir son jugement. Son échec à prendre des précautions appropriées avait entraîné des pertes importantes pour l'armée et la coupure d'une source cruciale d'or. Bouger la tête en signe de repentance, il admit qu'il était prêt à accepter toute punition. Cependant, le roi démon rejeta l'idée de punition. Il dit à Ushimura qu'il ne fallait pas s'attendre à réussir tout le temps, quelle que soit la minutie de leur planification. L'échec était inévitable, mais ce qui comptait, c'était la façon dont on y réagissait. La clé était d'apprendre de ses erreurs et de persévérer. Il exhorta Ushimura à ne pas avoir honte, mais à se concentrer sur la réussite de ses futures entreprises. Ushimura, profondément ému par les paroles du roi démon, exprima sa gratitude et partit, déterminé à rectifier la situation. Reconnaissant la nécessité de réparer les relations avec les chefs militaires, Ushimura décida qu'il présenterait ses excuses, mais seulement après avoir élaboré un plan solide pour corriger le problème. Il rencontra d'abord Gnome et lui présenta ses excuses sincères. À sa surprise, elle les balaya d'un geste désinvolté, s'éloigna sans trop s'en soucier, le laissant perplexe. Ensuite, Ushimura chercha Sylvette pour s'excuser, mais elle le repoussa avec un sourire en coin, disant que le récent ralentissement des commandes lui avait enfin donné le temps de lire un livre qu'elle voulait commencer depuis un moment. Elle lui dit de la laisser tranquille, et bien que ses paroles fussent brusques, Ushimura ne put s'empêcher de sourire, sentant qu'elle n'était pas vraiment fâchée. Alors qu'Ushimura traversait la ville, perdu dans ses pensées, il fut soudainement enlevé. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il découvre que son ravisseur n'était autre qu'Omendora. Elle avait préparé un repas pour lui et expliqua qu'elle avait essayé de le cuisiner comme il l'avait suggéré autrefois.
Curieux, Ushimura demanda si elle essayait de lui remonter le moral. Omendora répliqua rapidement, insistant sur le fait qu'il avait simplement mal compris. Elle lui rendait juste une faveur. Reconnaissante pour son geste, Ushimura remercia Omendora, et ils commencèrent à parler tranquillement. L'ambiance s'allégea encore lorsqu'Olulu arriva, apportant des fruits frais. Les trois partagèrent la nourriture, riant et profitant de la compagnie des uns et des autres. Finalement, Omendora s'endormit, et Ushimura se retrouva à réfléchir. À quel point il était chanceux d'avoir des compagnons comme eux. Il savait que l'échec pesait lourdement sur lui, mais le soutien de ses amis lui donna une détermination renouvelée. Ce qui compte maintenant, c'est ce que je vais faire ensuite, pensa-t-il, en se rappelant les attentes que le roi démon lui avait imposées. Il jura de se rattraper pour son échec. Pendant ce temps, dans une autre partie du royaume, le roi de Rambing était assis avec un homme mystérieux nommé Podgalian. Le roi reconnut que les marchandises étaient comparables et pouvaient facilement être échangées, commentant la ruse de Podgalian. Podgalian, feignant l'innocence, assura au roi qu'il se contentait simplement de satisfaire les besoins de son souverain, ajoutant que de telles tactiques faisaient juste partie du commerce. Lorsque le roi le pressa de révéler la ruse qu'il avait utilisée pour sous-évaluer le commerce de romarin, Podgalian sourit malicieusement et répondit « C'est un secret.